Sabine & Co, le podcast de la superviseure et coach Sabine Henrich-Fraise. Sabine Henrich-Fraise, bonjour. Bonjour David. Alors bonjour aux auditrices et aux auditeurs pour ce nouvel épisode intitulé « Laissez les échecs jouer avec nous ». Le sous-titre de cet épisode sera « Transformer les échecs en alliés pour grandir et innover ». Alors aujourd'hui Sabine, nous allons innover. D'abord nous allons parler effectivement d'un compagnon que j'ai envie de qualifier d'universel, l'échec, parce que normalement nous l'avons tous connu à un moment donné ou à un autre, et plutôt que de le craindre, finalement tu nous invites à le regarder en face, à dialoguer avec lui. Parce que dans le jeu du coaching comme dans la vie, chaque échec contient une clé pour grandir, apprendre et se réinventer. Alors je disais tout au début que nous allons innover. Parce que cette fois-ci, tu as décidé de ne pas diffuser le micro-trottoir de celles et ceux que tu as fait interroger sur cette thématique, j'ai envie de dire en aveugle, puisqu'ils ne connaissaient pas les thématiques de tes épisodes avant d'être interrogés. Nous allons le diffuser à la fin et pas au début. Oui, cette fois-ci, j'avais envie de faire un petit changement et peut-être vous laisser l'espace à vous de vous poser la question qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce qui vous inspire dans ce titre Laissez les échecs jouer avec nous. Si vous étiez à la place des personnes que j'ai interviewées, vous auriez répondu quoi ? Vraiment, je vous invite cette fois-ci d'être acteur dès le début de ce podcast et de pas uniquement écouter. Donc, commencez par ça. En revanche, si vous voulez écouter ce qui a été vraiment dit par vos collègues, par mes collègues, vous le trouvez, comme disait David, à la fin de cet épisode. Oui. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons vous laisser quelques secondes pour justement laisser phosphorer, finalement, laisser infuser cette thématique. Laissez les échecs jouer avec nous, avec vous. Alors Sabine, à présent, de fait, nous allons passer à la rubrique suivante, qui est l'évocation de citations issues de ton manuscrit. La première qui m'a marqué est la suivante. « Chaque échec est une note dissonante dans la symphonie de notre vie, mais elle enrichit la mélodie finale. » Oui. J'ai essayé de trouver des métaphores, des manières différentes d'introduire ou de parler de cette notion d'échec que j'investigue depuis un certain temps. Et donc, j'ai plusieurs questions, plusieurs choses à partager. Mais effectivement, une symphonie a des notes et normalement, quand on joue une symphonie, les notes se suivent et donnent une forme de musique à la fin. Quand on va sur d'autres musiques, comme le jazz, qui est beaucoup dans l'improvisation aussi, en tout cas dans cette partie-là, chacun peut rajouter sa note, chacun peut rajouter son rythme et ça donne une nouvelle mélodie. Et je trouvais intéressant de voir l'échec comme une forme de dissonance qui met en fait non seulement en exergue la musique que nous jouons, mais qui donne aussi une autre tonalité à la musique de la symphonie. Et l'échec, en fait, je crois, il est beaucoup plus présent dans nos vies qu'on veut bien le voir. Ça donne beaucoup plus de notes dissonantes par rapport à ce qu'on imagine qui doit se passer si tout se déroulait bien. Un échec, là-dedans, fait une dissonance. C'est comme une note qui se décale un peu parce qu'en fait, c'est pas comme on l'a prévu et comme ça se passe pas comme nous l'avons prévu, eh bien, la dissonance est très bruyante presque. On voit que ça à un moment et je trouvais intéressant de se dire mais en quoi l'échec fait partie de notre tonalité, de notre symphonie de vie, de notre musique que nous jouons en tant que coach, en tant que dirigeant, et quelle est la place que nous laissons à cette notion d'échec. Et peut-être aussi quelque chose que je questionne en moi, y compris dans le sous-titre tel que David l'a reformulé. En fait, une partie de moi veut se distinguer de cette idée que nous pouvons toujours transformer l'échec en une nouvelle voie de quelque chose. On grandit grâce aux échecs. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat, donc il faut encore échouer plus et mieux et plus rapidement. Si c'était la clé du succès, on n'en parlerait plus, à la limite. Ça sera déjà les 5 étapes du succès. On pourrait dire c'est les 5 échecs précédents. Mais en fait, c'est pas ça qu'on dit. Et je trouve que l'échec a complètement d'autres vertus si nous osons le regarder dans sa façon presque brute et pas dans cette optique de le transformer en quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent il est vécu comme une cacophonie, si on reprend la métaphore musicale. Et ce que tu expliques, toi, c'est que ça apporte un plus à la symphonie.
Oui, ça apporte un plus et la symphonie, surtout notre symphonie intérieure. C'est pas uniquement la musique que nous écoutons à l'extérieur et que nous souhaitons mettre en place autant que coach et autant que dirigeant et dirigeante, mais il y a aussi une symphonie intérieure qui se joue et l'échec nous met en arrêt en fait et nous permet d'écouter notre symphonie et si nous écoutons bien l'échec, la note de l'échec, c'est un plus pour la mélodie globale et la symphonie va se transformer. En revanche, je pense vraiment il est important de regarder l'échec pour l'échec et pas comme une étape de quelque chose pour grandir, pour se transformer. Il y a des échecs qui nous transforment pas, qui en fait, dans un premier temps, qui nous mettent sur place, qui nous arrêtent, qui, si on peut le regarder aussi comme le déguisement du succès futur. Il y a quelque chose de beau dans un véritable échec et presque parfois j'ai envie de dire comment on peut rendre la noblesse à l'échec. On voit parfois, les sportifs disent c'est un échec, c'est pas quelque chose qui va me faire grandir. Ils disent j'ai échoué, là j'ai pas bien dormi, c'est un échec. Il y a des sportifs qui savent en parler avec une grande noblesse et une grande acceptation de l'échec qui fait que ça nous rend presque la beauté de l'échec. Et d'autres essaient de le déguiser en quelque chose, dans une note déguisée. Mais en fait, fondamentalement, j'apprends que par l'échec, mais qui nous laisse pas voir en quoi l'échec les a vraiment touchés profondément. Et un échec qui nous touche profondément, eh bien, il a quelque chose à nous enseigner. Et la plupart du temps, c'est pas quelque chose de mieux ou de faire différent. Moi, je crois que les vrais échecs nous permettent de changer de trajectoire. Et en fait, les vrais échecs nous offrent un moment de liberté où nous pouvons rechoisir et qui nous permettent peut-être de changer de trajectoire, pas juste de continuer mieux, mais de changer de trajectoire. Et ça, je trouve, c'est ça qui est la noblesse et la beauté de l'échec. De réajuster finalement son chemin. Oui, ou de le réinventer, ou vraiment de le quitter, ou le rechoisir, mais pas uniquement ajuster. Un véritable bel échec, eh bien, il va au-delà de réajustement. Il nous invite à regarder quand même beaucoup plus profondément c'est quoi la note qui se joue, c'est quoi notre symphonie, en quoi ça nous veut nous dévier de quelque chose. Moi, je trouve ça intéressant de le regarder avec beaucoup plus de beauté et de force que ce que je vois très souvent, parce que quand j'accompagne des dirigeants et quand j'accompagne des coachs, la notion d'échec est vite transformée en tremplin pour autre chose. Mais combien de temps nous aimons parlant de nos échecs? Combien de temps nous donnons à nos clients à vraiment racontez-moi l'échec, les détails de l'échec, de qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans l'échec, quelles sont les émotions qui ont été provoquées par l'échec, à quel moment vous avez fui l'échec. Je trouve que c'est un champ d'investigation vraiment important et pas uniquement pour en sortir quelque chose pour aider notre client à être résilient. On peut faire plus de ça, je crois. Alors l'autre citation qui m'a plu et que je te propose d'évoquer à présent, elle est en écho avec ce que tu viens de dire précisément, c'est la suivante. L'échec n'est pas une fin, c'est une pause pour écouter ce que nous avons manqué. C'est bien cette idée-là, l'échec nous arrête dans notre élan et nous propose une pause et dans la pause, nous pouvons trouver une liberté de nous connaître autrement, de regarder la situation autrement. Les vrais bels échecs, je les compare à l'idée de l'échec et mat. Quand on joue aux échecs, quand l'adversaire couche le roi, souvent, j'ai regardé, ils le font avec une certaine noblesse. C'est par respect pour l'adversaire, c'est par respect pour le jeu qu'ils couchent cette figure sur l'échiquier. Combien de fois nous on le fait? C'est peut-être aussi honorer nos adversaires, c'est aussi oui, il est temps de me coucher, il n'y a pas temps de discuter, de m'excuser, c'est avec noblesse, je renonce, je rends les armes un peu, et ça une force et ça une grande noblesse. Pour revenir sur l'échiquier, je suis pas une personne qui aime jouer ou qui sait bien jouer. Par contre, il y avait bien un film qui s'appelait La Dame aux échecs récemment, qui a eu un grand succès et je trouve qu'il montre très bien comment elle intègre l'échec dans sa façon de grandir. C'est pas accessoire. Ça fait comme elle cherche presque à provoquer l'échec pour savoir où sont mes limites, où je vois pas quelque chose. Donc l'échec n'est pas uniquement par accident ou uniquement parce que ça nous arrive. Il est même provoqué. Je trouve cette idée de provoquer
et assumer les échecs, quelque chose de très beau et de très puissant. Sauf que dans notre culture, aussi la culture américaine, on est sur l'échec est à transformer, est à transformer. Non, je pense que de temps en temps, il est à constater et à dire « Ok, je suis là, je suis en échec ». C'est sur Netflix, c'est ça ? C'est sur Netflix, oui. Après vérification, il s'agit du Jeu de la Dame, qui est effectivement sur Netflix. Effectivement, l'histoire d'une jeune fille placée en orphelinat à 9 ans, Beth, développe un talent étonnant pour les échecs. Il y a une addiction aux tranquillisants aussi, donnés comme sédatifs aux enfants, tranquillisants verts. D'abord déroutée par sa nouvelle vie en banlieue, la jeune Beth étudie ses camarades de lycée tout en élaborant un plan pour participer à un tournoi d'échecs. Voilà. Donc, c'est quelque chose de magnifique, encore une fois, pour moi, parce que j'ai vraiment vu cette série une première fois et puis une deuxième fois, et cette passion qu'elle a pour les échecs, et qui l'arrête pas. Et donc, il y a beaucoup de notes qui changent sa symphonie, qui changent sa vie, qui changent la manière de jouer aux échecs, de gagner le respect. Je trouve que c'est une façon de faire de l'échec un principe de vie. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Nous essayons tous de l'éviter parce qu'on a peur, parce qu'on pense que c'est pas bien, parce qu'on n'a pas bien fait, ou en tout cas c'est ce que j'ai pensé moi, très souvent. Cette série m'a montré qu'on peut en faire de l'échec un principe de vie. En tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup plus de légèreté. En tout cas, le Jeu de la Dame, c'est l'adaptation d'un roman éponyme de Walter Tevis, paru en 1983 et qui est partiellement autobiographique. Donc, voilà. Hyper intéressant, ouais. Alors, Sabine, donc la dernière citation, elle est aussi en écho avec ce que tu viens de dire précisément, c'est la suivante. « Jouer avec l'échec, c'est lui retirer son pouvoir de nous paralyser. » Oui. En tout cas, je vous invite à vous rappeler une situation où vous vous dites à vous-même « c'était un échec ». La première chose, souvent, ce que je remarque, quand je me rappelle d'une situation, je me remarque aussi tout le monde qui m'explique que c'était pas vraiment un échec. Et quand moi je dis non, c'est un échec, il y a une tendance collective de m'expliquer que je suis trop dur avec moi-même et que c'était quand même super bien ce que j'ai fait et donc que c'était pas vraiment un échec et que je pourrais quand même regarder mon point de vue. Bah là, quand tu me dis ça, ça me rappelle effectivement le fait que l'éditeur que tu avais sollicité n'a pas souhaité éditer ton livre et que ça t'a incité à faire autre chose. Oui, alors ça c'est un très bon exemple, je vais revenir là-dessus, parce que pour moi c'est un échec net. Donc c'est pas une transformation dans quelque chose, c'est un échec net, et parce que c'est un échec net, j'ai changé de trajectoire. Donc je peux effectivement le développer un peu. Est-ce que tu crois que c'est français ça ? Le fait de vouloir transformer sa perception d'une situation pour ne pas la nommer échec et pour finalement dire c'est un accident qui m'a permis de faire autre chose. Je pense que c'est un peu français, je crois. En Allemagne, nous faisons pareil. Ah oui ? Oui, et les Américains aussi un peu. Par contre, la version allemande, c'est nous essayons de lui donner un sens, mais je pense en France aussi, mais nous avons une capacité en Allemagne d'investiguer vraiment les détails de l'échec. C'est pas juste un échec, c'est une vraie source d'apprentissage. Donc on peut passer beaucoup de temps à regarder ce qui a produit l'échec. Souvent, en France et ailleurs, on y va un peu plus rapidement, parce que quand même, globalement... Faut le balayer. Il faut le balayer parce que globalement, la question, c'est comment je m'en sors. C'est un peu qu'est-ce que j'apprends, mais globalement, ce qui est valorisé, c'est comment je le transformer très rapidement pour être à nouveau au top et opérationnel et mieux. Nous, côté allemand, si je fais un peu dans les généralités, nous aimons investiguer. Ausculter peut-être presque. Ausculter presque, oui. De voir c'est quoi ce qui nous a emmené en échec. C'est un peu en automobile et dans l'industrie, c'est pas les échecs, mais c'est les presque accidents, les accidents qualité. Nous, en automobile et ailleurs, ils vont être investigués, mais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est analyser les presque accidents. Donc, il y a tout un art d'analyser les presque accidents, donc les presque échecs, pas pour produire les échecs, mais pour vraiment apprendre. Et ça, côté allemand, nous, on sait faire longtemps l'investigation des échecs. Et je préfère ça, c'est vrai, que de poser la question de la résilience. Comment je m'en sers de ça pour être encore mieux ? Je veux pas dire c'est facile, mais je trouve presque parfois c'est tellement commun et c'est tellement enseigné et tellement on dit c'est ça qui va montrer ma capacité de résilience. Moi, je trouve que la vraie capacité de résilience, c'est s'arrêter et de dire je suis en échec.
Et ce que je pourrais entendre aussi, c'est que peut-être qu'en Allemagne, c'est socialement accepté d'échouer et de comprendre son échec, alors qu'en France, il y a aussi la honte d'échouer. Hein. On le cache, en général, en Oui, France. alors c'est peut-être un peu plus vrai en France qu'en Allemagne. Je dirais pas que l'Allemagne est fière de parler d'un échec, mais nous avons appris à le faire. Et nous partons sur le principe, les vrais échecs vont nous enseigner quelque chose de vraiment profond. C'est pas juste un rebond, une sorte d'arrêt d'élan éphémère qui fait que je continue un peu comme avant, mais juste un peu mieux. En fait, je trouve que c'est trop dommage de pas utiliser la qualité d'échec. Donc la vraie qualité se trouve dans ce moment-là qui nous arrête net et que nous avons le courage de regarder, de comment il s'est produit. Et juste pour revenir sur la question du livre, que j'ai donc écrit mais qui n'a pas été édité. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc ça, c'est un exemple c'est pas encore vraiment un échec, ce que vous venez d'entendre. Que j'utilise beaucoup, je dois dire. Voilà, c'est ça. Mais moi, tel que je l'ai vécu dans mon vécu, j'avais cette ambition, cette intention d'écrire un livre. Je voulais le publier. Et la réalité, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas été édité et ça n'a pas été publié. Il y avait une tendance de dire oui, mais alors du coup, qu'est-ce que je peux en faire? Comment? C'est pas vraiment un échec parce que j'ai tout écrit, donc je vais l'utiliser. Non, à l'intérieur de moi, je dis c'est un échec. Mon souhait, c'était ça. Ça n'a pas fonctionné, donc je gagne à accepter et de voir ça comme un échec. Mais presque je dois me battre à le dire parce que tout le monde me dit c'est pas vraiment un échec. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça m'a permis de m'arrêter. Ça m'a permis de dire ok, est-ce que ton ambition c'était peut-être juste égocentrique? Est-ce que j'ai déjà écrit un livre? Est-ce que je voulais faire juste un deuxième? Qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec ce livre et est-ce que je me suis vraiment donné la manière d'écrire comme je voulais. En tout cas, tout ça, ça m'a dit que, j'aime écrire. C'est ça le renseignement principal, c'est oui, j'aime écrire. Deuxième chose, c'est j'ai envie de transmettre des choses. Donc si pour une raison, pour l'instant, c'était pas la voie, est-ce qu'il y en a d'autres? Et après, il y a peut-être encore autre chose. J'aurais pas trouvé ça si j'avais juste été là en disant ça arrive à plein de gens qui ont écrit et qui n'ont pas été publiés. Ça fait presque partie du destin des écrivains. Donc c'est pas grave en ça, c'était pas le moment, tu peux en apprendre et puis on continue. Non, pour moi en fait c'était un arrêt qui m'a obligé de dire est-ce que j'ai envie ou re-envie d'écrire, peut-être autrement, mais est-ce que vraiment c'est ça qui est en jeu et j'ai re-choisi d'écrire. Et à ce moment-là, autre chose est devenue possible. Mais ça n'a pas été facile. Moi j'ai pleuré quand même, j'ai pleuré beaucoup autour de cette idée de ça n'est pas publié. Ça a passé par qu'est-ce que j'ai mal fait pour que ça soit publié, classique dans l'approche. Et après, c'est non, au-delà de ça, si je couche mon roi avec noblesse et fierté, alors qu'est-ce que dans ce cas-là, ça émerge? Et ça m'a permis de revoir mon écriture autrement, ça m'a permis de vivre l'expérience d'écriture autrement, et aussi d'être beaucoup plus indulgent avec d'autres gens qui écrivent, et d'arrêter de dire, oui, enfin ça arrive, parce que finalement, je me sentais presque rejetée, pas reconnue, et ça m'a permis maintenant de dire à mes clients, oui, on va regarder votre échec et la beauté de l'échec, plutôt de dire, oui, mais c'est pas si grave. Parce qu'en fait, quand les autres disent c'est pas si grave, pour ceux qui l'ont vécu, c'est à mon avis plus grave. Oui, parce que c'est nier le ressenti. Oui. Et en l'occurrence, tu partages de la tristesse, le fait que tu aies pleuré, enfin, a priori, c'est plus de la tristesse. T'as pas du tout vécu de colère? Non. J'étais vraiment uniquement triste de ne pas avoir trouvé la bonne voie pour partager ce que je trouvais important à partager. Et c'était plus une déception et vraiment la tristesse. J'étais pas en colère contre les éditeurs. J'étais pas en colère contre moi du style j'ai pas fait ce que je pouvais faire. C'était une tristesse beaucoup plus générale, beaucoup plus presque existentielle, partagée pour ceux qui aiment transmettre et cherchent un canal de transmission et qui n'a pas fonctionné. Donc c'était beaucoup plus la tristesse qu'autre chose. Maintenant, je sais aussi que parfois, mon mécanisme intérieur me permet d'être plus triste qu'en colère. Donc peut-être la tristesse a
juste masquer un peu la colère que je me suis pas permise. Mais en tout cas, je sais que la tristesse était là et elle est encore là. Je sais que quand je parle de cette aventure, malgré tout ce que nous avons fait, et le podcast est une des nouvelles manières de transmettre, mais mon cœur reste toujours un peu triste. Et c'est bien comme ça, c'est pas à réparer. Je pense que notre cœur sait vivre avec des moments de tristesse et des morceaux de tristesse, et c'est ça qui donne une forme de dignité aux échecs. Alors Sabine, tu n'as pas encore défini ce qu'était l'échec. C'est très compliqué. Bon courage. Bon courage, oui, merci. En tout cas, une des choses pour moi, c'est l'échec intervient, premier niveau, quand les choses se déroulent pas comme j'ai prévu dans mon imaginaire. Donc moi, j'ai prévu d'écrire, de trouver un éditeur, de publier et d'avoir quelques retours disant c'est intéressant ce que vous avez écrit. Ça c'est pas du tout déroulé comme ça. Et donc pour moi, c'est un premier niveau d'échec. Un deuxième niveau d'échec, pour moi, c'est mon ambition personnelle. Moi, j'avais ce rêve, que je pouvais écrire en France, autant qu'allemande, un livre sur le coaching. Ça n'a pas été le cas. Et ça a été un échec de ce que j'imaginais pouvoir faire autant qu'allemande en France dans l'écriture française et mes expériences. Donc c'est un niveau un peu plus existentiel. Et l'échec, il y a un troisième niveau qui arrive parfois quand nous l'attendons pas du tout. Je peux être en plein dans ma symphonie et à un moment, il y a quelque chose qui arrive qu'on dirait c'est peut-être un accident, mais on pourrait dire aussi c'est un échec parce qu'en fait quelque chose interfère d'une telle manière que je dois m'arrêter net. Donc l'indicateur de l'échec, c'est l'arrêt. C'est pas je continue un peu et je passe à droite, c'est un arrêt, c'est une pause et une invitation à rechoisir son chemin. Donc presque je vois l'échec plus par l'indicateur de pause que le définir. Donc c'est intéressant de sortir des définitions parce qu'on peut en débattre éternellement. C'est pas aussi évident de le traduire en allemand, échec. Donc, et l'échec est souvent échec et succès. Ça va souvent ensemble comme des deux polarités. On peut aussi en discuter de qu'est-ce que c'est un succès et en quoi l'échec est un succès. Et le succès est un échec parce que finalement, quelqu'un qui a beaucoup de succès, donc qui est un gagnant, c'est un fabricant de perdants. Donc, est-ce que ça, c'est un succès quand on fabrique des perdants ? Peut-être autant que quand on est dans l'échec, au moins on ne fabrique pas des perdants et on pourrait donc revoir ce que nous pouvons en faire, que la vie nous invite à faire. Mais plus que la définition de l'échec, je pense que mon indicateur, c'est la pause qui m'est imposée par quelque chose qui n'a pas fonctionné comme je voulais. Par la vie. Par la vie. Comment tu aides tes clientes et clients à changer leur regard sur ce qu'ils vivent et qui peut être considéré comme un échec et qui parfois est difficile pour eux, pour elles, d'accepter, d'accueillir ? Comment tu les aides à changer leur regard sur l'échec donc et à le percevoir peut-être plus comme un allié ? Souvent c'est un chemin et c'est un chemin pas évident parce qu'il y a une grande partie en nous qui veut le fuir, qui veut l'habiller, qui veut se dire c'est pas vraiment un échec. Qui veut le travestir au fond. Oui, qui va dans l'ambiance globale qui est l'échec nous rend plus forts, l'échec fait partie de la vie. C'est un peu le banaliser. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Mon invitation, c'est en tout cas s'arrêter. Souvent, je me dis, racontez-moi dans le détail ce qui vous est arrivé. Laissons tomber le mot échec pour l'instant, mais racontez-moi vraiment ce qui s'est passé pour vous, pour votre entourage, c'était quoi la situation. Donc je donne du temps. Et en fait, plus c'est dit, plus ça montre sa valeur d'avoir existé. Finalement, à la fin, souvent je leur dis, est-ce que finalement c'est un échec tel que vous me le racontez, ou est-ce que c'est juste une histoire que vous me racontez avec une fin qui est différente par rapport à ce que vous avez vécu? Ça permet déjà d'accepter que l'échec peut être autre chose que honte ou à éviter ou à déguiser. Et peut-être une fois que j'ai fait cette première partie, j'invite aussi mon client à m'écouter sur un échec que je peux partager. Et quand moi je partage mes échecs ou un échec, c'est pour montrer à la fin quelque part une forme de noblesse dans ce que je viens de vivre. Et ça permet à l'autre de dire ouais, je pourrais peut-être le faire comme ça. Autre possibilité que j'ai, je les invite à dire mais comment vous pourrez raconter ce qui vous est arrivé comme si c'est une histoire d'un échec noble à vos enfants.
Donc, qu'est-ce que vous leur diriez pour montrer que l'échec a une valeur et que c'est même fondamental dans la vie d'embrasser l'échec, de danser avec l'échec, même de nous laisser toucher par l'échec. C'est comme si j'ouvre plusieurs portes pour inviter mes clients à amplifier le regard, à pas le changer, mais à accepter qu'il y en a d'autres. Et souvent, à la fin, je disais, mais on pourrait peut-être quand même dire, pas aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter de votre courage de l'avoir regardé, et peut-être l'échec, c'est quelque chose de beau qui est arrivé. Pas pour votre vie, mais pour l'instant. Et souvent, en fait, c'est apaisant. Je dis souvent, notre valeur ajoutée comme coach, ou même dans la vie, c'est donner des permissions que d'autres ne donnent pas. Mais quand je donne la permission à valoriser son échec, à vivre son échec, à le raconter, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'apaisement qui fait de l'autre côté. Et ça facilite le chemin vers, oui, finalement, j'ai vécu quelque chose d'important. Et je me suis arrêtée. Je pourrais entendre beaucoup de délicatesse, beaucoup de subtil et de sensible dans la manière dont tu accompagnes tes clientes et clients à cet endroit. Parce que c'est vrai qu'il y a de la vulnérabilité quand même, hein, à aller voir un échec. À l'accueillir. Et l'échec, c'est vrai, dans l'inconscient collectif, c'est à éviter et c'est à déguiser. C'est pas, ouais, génial, on fait une partie d'échecs. Enfin, on fait une compétition d'échecs ou une fête où tout le monde va raconter ses échecs. Non, nous ne le faisons pas. Donc c'est effectivement, moi je dirais, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de délicatesse, oui, d'aborder ce thème qui pour moi, en fait, nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec cette partie de nous qui aussi vit avec l'échec, mais que nous n'aimons pas. Donc comme nous n'aimons pas cette partie de nous qui était en échec, je trouve que souvent on devient très très dur. En tout cas, moi j'ai été très très dur de moi à moi. Et donc quand je peux œuvrer pour qu'il y ait un peu plus de délicatesse, un peu plus de tendresse par rapport à ça, oui, je pense que c'est important. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut aimer ces échecs ? Pour moi, tout est une question d'amour. Ah oui. Donc, nous en parlerons. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Là où nous pouvons mettre l'amour dans ses différentes facettes, que ça soit tendresse, délicatesse, apaisement, réconciliation, je trouve que ça nous rend plus complets, plus humains, plus proches des uns des autres. Une fois que je ne nie pas mes échecs, je permets à d'autres de me raconter les siens. Donc je trouve que c'est sur un autre plan plus intéressant de l'approcher peut-être avec un côté d'amour qui permet plus de compassion, qui permet peut-être une autre forme de courage. Et moi j'aime bien faire ça parce que je trouve que les vrais échecs ils font mal, quoi. Ils font mal au cœur. Pour moi, c'est presque l'échec, c'est en termes de délicatesse à voir ou à regarder. Nous connaissons tous, notamment quand nos enfants passent par là, par des chagrins d'amour, ça atteint une forme de sensibilité de notre cœur et l'échec fait quelque part pareil. Ça nous déçoit un peu, ça nous rend triste de ne pas avoir réussi, mais j'ai tout essayé pour y arriver. Et en fait, il y a tellement de richesse dans ces réflexions-là que je trouve c'est trop dommage de juste dire on va rebondir. Peut-être justement pour éclairer les auditrices et les auditeurs qui pourraient être coach ou d'ailleurs leader, hein, comment tu fais pour accompagner tes clients sur cette thématique donc de l'échec et de l'éclairage qu'il peut apporter à leur vie pour éviter qu'ils ne tombent dans une forme d'auto-culpabilisation ou d'auto-larmoyance, enfin tu vois, de rester en boucle finalement sur le négatif et pas parvenir à voir autre chose. Je pense que la première partie, en tout cas, j'ai vu souvent chez des dirigeants, même dirigeantes et coachs, il y a presque toujours soit le réflexe de l'autoculpabilisation, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, j'aurais dû. Et il y a l'autoflagellation qui va avec, Voilà, avec le fouet et les autocritiques et les auto-jugements. C'est très très dur et on peut aller très loin dans le j'aurais dû. Ou je suis nul. Ou je suis nul, oui, effectivement. C'est j'aurais dû, ça commence et derrière ça cache un je suis nul. Il y a cette première réaction, il y a une autre première réaction, c'est pas moi. En fait, franchement, vu ce qu'ils ont fait les autres, j'ai réagi comme je pouvais, moi j'ai tout bien fait et finalement, l'échec il est là, mais c'est pas à cause de moi. Oui, alors là c'est la déresponsabilisation. Voilà. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc une fois, ça aussi, c'est classique. Oui, c'est très classique sur la surresponsabilisation. Et il y a un peu des gens qui sont au milieu. Oui, je suis un peu, mais vu le contexte, je pourrais pas faire autrement. Donc c'est un peu de je lâche l'affaire, je regarde pas vraiment. Toutes les portes d'entrée sont que des portes d'entrée. Donc quand on est sur la surresponsabilisation qui finit en dévalorisation et culpabilisation,
Bon, il y a quand même, sur la culpabilisation, se cache derrière un principe de contrôle. Parce que tant que je peux me dire que j'ai pas fait, je suis quand même en train de contrôler l'affaire. Si je dois accepter, je suis pas pour tout là-dedans. C'est le travail de comment je suis par rapport au fait que je maîtrise pas tout et en quoi c'est beau. Je dirais c'est étape par étape. Quand on est là-dedans, et moi aussi j'étais là-dedans, on peut pas juste dire allons plus loin tout de suite. C'est allez, regardons la partie coupable. Quel est vraiment ce que vous auriez pu faire autrement, mais la réalité étant quand même, on peut pas refaire la situation. Donc ça va nous mettre dans un blocage, dans un arrêt ultime, pas très enchantant, pas très joyeux. Parce que la culpabilité, en fait, nous permet pas de changer. Souvent, je préfère avoir mes clients ou moi-même sentir la honte, parce que ça fait bouger beaucoup plus rapidement que la culpabilité. Donc j'essaie de provoquer un autre sentiment que la culpabilité, parce qu'en fait, je trouve qu'elle ne fait pas avancer. Donc je trouve que c'est dangereux pour l'évolution, c'est être bloqué dans la culpabilité, donc j'essaie de l'évacuer. Et la déresponsabilisation, c'est pas forcément mieux, hein ? Ah, c'est pas forcément mieux. Là, c'est tout le travail de comment vous pouvez être fier d'avoir provoqué votre échec. C'est comment nous pouvons quand même regarder ce que vous avez fait et comment vous l'avez produit. Et en fait, c'est un peu prendre l'autre polarité entre je suis pour rien, j'exagère, et je suis quand même pour beaucoup. Ou alors je suis co-responsable, j'y ai contribué. Oui, ça c'est la voie du milieu. Un peu beaucoup ou passionnément. Oui, c'est ça. Ça c'est la voie, comme vous savez, qui est la voie du milieu, qui pour moi n'est intéressant, parce qu'elle est éphémère, que quand on regarde les polarités. Donc c'est intéressant de faire ce jeu pour quelqu'un qui est très responsable, de dire « et si vous étiez pour rien ?» et pour l'autre partie, c'est « et si vous étiez à 100% responsable ?» Après, il y a toujours cette belle question existentielle que j'aime poser à ceux à qui un échec est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que les autres ont fait de moi. Donc c'est là, la plupart du temps, ceux qui sont coupables se révoltent quand même un peu. Et donc on peut retrouver un terrain neutre. Mais cette question, qu'est-ce que je fais de ce que les autres ont fait de moi? Ou ce que les circonstances ont fait de moi? Tous ceux qui sont trop dans la victimisation vont quand même sortir avec ça. Enfin, c'est le principe de Viktor-Emile Frankl, la logothérapie. Exactement, on revient sur la question de fond. Comment j'agis avec ce qui m'est arrivé et quelle est ma liberté là-dedans. Et ça m'approche de la pause d'échec, qui est l'arrêt. Donc, on peut le prendre de plein de portes. Je dirais, dans mon expérience, le plus important, c'est être à l'aise avec le sujet. C'est aimer le sujet de l'échec. Et tant que nous, coachs en particulier, nous ne sommes pas à l'aise avec nos échecs, c'est très compliqué de vraiment donner de l'amour aux échecs des autres. Et c'est pareil pour les dirigeants. Quand tout le monde veut éviter les échecs et personne ne veut les partager et on n'est jamais vraiment reconnu pour la beauté de l'échec, c'est vrai que tout va faire pour vite le déguiser et dire « Ah, ça m'a permis de rebondir ». J'ai vu des personnes qui ont vu des véritables échecs dans leur carrière et qui ont été obligées de se réinventer et qui ont vraiment dit « Là, je ne sais plus ce qui est vraiment important pour moi. Je dois peut-être vraiment changer ma manière de fonctionner en société ou en relation, ou peut-être le job, il est vraiment pas fait pour moi. » Et c'est des vraies questions importantes qui émergent quand on donne cet espace à l'échec. En fait, l'échec est une porte vers la profondeur. Quand on ouvre la véritable porte de l'échec, on va chercher en profondeur, et c'est ça la beauté. C'est ça la symphonie, la nouvelle symphonie. Et c'est-à-dire que l'échec est toujours existentiel? Je pense. Un échec, quand on nous arrête, quelque chose d'existentiel se déploie ou veut se trouver un chemin. Je dirais même, nous avons intérêt à tôt regarder le succès, parce que plus on l'ignore, plus il se répète, plus il devient fort. Comme c'est existentiel, à un moment, c'est comment tu intègres l'échec dans ta vie. Comment tu es quelqu'un de bien avec tes échecs. Pas grâce à tes échecs, mais avec tes échecs, tu es quelqu'un de bien. Pour ne pas toujours être obligé de, grâce à l'échec, je suis devenu quelqu'un. Non, pas que, mais aussi. Alors Sabine, j'allais te proposer de partager peut-être avec les auditrices et les auditeurs une expérience où un échec personnel et ou professionnel a eu cet impact pour toi. En même temps, tu l'as déjà fait un petit peu quand même tout à l'heure avec le livre, mais qui est peut-être à la frontière entre le personnel et le professionnel, me semble-t-il. Est-ce que dans la pratique du coaching et ou de la supervision, tu aurais un exemple d'échec qui a été suffisamment intense, suffisamment puissant pour avoir cet impact dans ta vie, dans ta pratique en tout cas? Alors, d'une manière ou d'une autre,
Je pense que j'ai eu plein d'échecs. Donc aussi dans ma carrière professionnelle, quand j'ai été juriste pendant très longtemps, et ce que j'ai déjà partagé, où je me suis arrêtée une nuit pour dire est-ce que vraiment j'ai pas fait fondamentalement une erreur de choisir cette voie-là. Et en fait, à 4 heures, je me suis dit je suis en échec complet. Sur 13 années d'études, temps de travail chez Valeo, mais fondamentalement, c'est un échec complet, car erreur complète sur mes études. Et ce qui m'a permis, un peu plus tard, de changer complètement de vie. Et pour moi, c'était un échec. C'était un échec de choix d'études, c'était un échec d'investissement, un échec sur plein de points de vue. Il y a aussi, si je peux partager un échec que j'ai vécu moi comme un échec, en tout cas d'accompagnement, c'est un dirigeant brillant qui s'est présenté chez moi en disant je veux plus travailler mon impact pour pouvoir demander d'autres fonctions, mon ambition étant de grandir et de prendre des grands postes d'envergure et d'impact. Dans mon fonctionnement et dans le travail que j'avais fait, effectivement, à un moment, je suis quand même arrivée sur la question d'échecs, sur quoi nous avons discuté ces échecs, sa manière de les vivre, de les revivre, de ce que ça fait de lui autant que dirigeant. Et quelque part, comme nous pouvons avoir cette sensation que le coaching avance bien, et en même temps, une petite voix en moi me disait il y a quelque chose de très bizarre. Je sais pas, il prend une forme d'assurance qui est peut-être pas exactement ce que j'avais imaginé. Et effectivement, j'avais la confiance vraiment de toute l'organisation. On m'avait confié cette dirigeant avec certes une sorte de Sabine peut bien l'accompagner, mais le résultat, c'est qu'après la 5e séance, il a quitté l'entreprise, il est allé chez le concurrent. On peut dire c'est un super coaching parce qu'en fait, il s'est arrêté et lui-même, il a fait son choix et c'est vrai. De ce point de vue-là, lui, il a fait la pause qu'il fallait. Il a vu tous ses échecs, il a vu comment il a fait et donc il s'est repris en main et il a fait son changement de vie. Pour moi, coach qui accompagnait dans cette situation, c'était un échec parce que l'idée était pour moi et pour lui et pour l'organisation de le remettre sur une trajectoire très intéressante, très importante en organisation. Donc pour moi, c'était un échec. L'échec net qui était qu'est-ce que j'ai fait pour aussi participer à cette liberté. Je peux me dire, c'est même l'essence de mon travail de permettre à l'autre de faire des choix. En même temps, il y avait une sorte de sensation d'échec qui était j'ai pas vu quelque chose, j'ai surestimé ou sous-estimé ou sa capacité ou ma capacité. J'étais vraiment très triste parce que je pensais que c'était une perte pour tout le monde. Pour lui-même, qui était tellement prêt et proche de quelque chose de magnifique dans l'organisation, triste pour l'organisation parce qu'ils avaient perdu donc un élément, comme on dit, stratégique, un talent stratégique. Et moi, je suis rentrée le soir et je me suis dit, Sabine, j'ai pas encore, mais il y a quelque chose qui a cofabriqué cette situation-là et qui m'a mis en arrêt. Donc en arrêt du comment j'accompagnais les dirigeants. C'est quoi l'échec pour les dirigeants? C'est quoi quand les dirigeants reprennent leur pleine puissance? Comment tu veux maintenant les accompagner? Comment tu peux formuler les questions autrement? Comment tu vas les challenger sur leur capacité à se réinventer dans l'entreprise et pas passer par l'extérieur? Et je pense que toutes ces questions-là, en fait, m'ont permis de réactualiser ma posture auprès des dirigeants. C'est encore plus important de discuter avec les dirigeants de l'échec parce qu'il y a tellement de choses là-dedans qu'ils ne voient pas. Et donc, moi, ça m'a permis d'être encore beaucoup plus à l'aise de discuter d'échecs avec les dirigeants parce que j'ai vu une autre facette de comment l'échec peut libérer, mais que j'avais sous-estimé. Et j'ai sous-estimé aussi ce que j'appelle la véritable liberté et puissance du dirigeant, qui est cette capacité, je décide de ce que je veux faire et je m'en vais. Merci Sabine, je m'en vais. Donc c'était aussi merci Sabine, je m'en vais. Donc il y avait aussi une sorte de rupture de lien qui m'a effectivement mis triste parce que j'aime pas ça, mais ça m'a arrêté. J'ai fait plusieurs supervisions sur le sujet, je me suis posé la question, mais je sais que je me suis laissé toucher par l'échec parce que je l'ai considéré comme un échec. Effectivement, ça arrive. Je peux dire oui, ça arrive et que ça fait partie de notre métier. Non, moi j'ai choisi de dire et si je le regardais comme un échec. Donc c'était pas très plaisant, ça m'a pris un peu de temps, mais je sais que depuis,
J'ai développé même l'histoire de voir l'échec autrement. Et alors, comment tu accompagnes un collectif ou une organisation à considérer, à accueillir l'échec, apprivoiser, dit-on en français d'ailleurs, apprivoiser l'échec comme une opportunité plus qu'un obstacle ? Est-ce que c'est différent, le processus dont tu nous as parlé tout à l'heure en accompagnement plus individuel ? Est-ce que c'est différent pour une équipe et ou une organisation ? Oui et non, c'est la même chose et c'est différent. Je pense que tous les coachs qui travaillent dans l'accompagnement collectif vont se trouver à un moment devant l'échec collectif de l'équipe qu'ils accompagnent. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Et à un moment, l'équipe va dire on est en échec, on n'arrive pas, ou on tourne en rond. En tout cas, toutes des expressions qui pour moi se traduisent dans c'est quoi l'échec que nous vivons. Dans mon expérience de supervision ou de ce que je vois, en collectif, c'est presque l'approche la plus commune qui est de dire en quoi l'échec va nous aider à rebondir et en quoi on transforme l'échec en succès. C'est presque un réflexe très rapide de la part des coachs de dire on va utiliser ça pour rebondir, on va regarder ce qu'on garde de bon de ça, etc. C'est presque naturel de le faire dans l'accompagnement collectif. Ma manière, c'est de dire on va se prendre 6 heures pour l'échec. Donc maintenant, on ne va pas regarder ce que ça va nous apprendre, nous allons maintenant regarder la beauté de l'échec. Donc je ne nous invite pas de dire oui, j'ai appris cela et maintenant ceci. En fait, mon approche, je dis 6 heures, ça peut être 2 ou 3 heures, mais c'est maintenir le collectif suffisamment longtemps dans la sensation d'échec pour ne pas fuir trop rapidement vers j'ai compris. Donc en fait, ça me permet de créer de la relation émotionnelle, ça me permet de mettre les gens plus au centre de leurs émotions et ne pas fuir du oui mais on a vu mais maintenant on avance. Non, on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas senti, tant que nous n'avons pas éprouvé, tant que les autres n'ont pas exprimé quelque chose du style oui nous étions en échec et les autres ont dit que nous étions en échec, mais nous n'avons pas voulu voir, eh bien c'est éphémère, c'est un passage, c'est presque un oui c'est normal et on va continuer. Non, moi je pense que nous les coachs en tout cas, pour le collectif et aussi une organisation qui commence souvent par un accompagnement collectif quand même, eh bien peut-être nous sous-estimons la richesse de l'échec, mais si on veut vraiment regarder la profondeur de l'échec, alors il faut y rester un peu. Je pense que j'ai donné cet exemple-là dans un autre épisode. C'est un accompagnement collectif que j'ai fait dans une usine. Et effectivement, l'accompagnement collectif avançait bien, l'idée étant de faire une référence managériale industrielle dans le groupe où cette équipe fonctionnait. Le 3e jour de cet accompagnement, en fait, il y avait vraiment le travail autour de qu'est-ce que nous faisons pour embarquer nos équipes. Et relativement tôt, quelqu'un a dit, en fait, notre manière de saboter cet embarquement, c'est le top-down, comme on dit. Tout est validé par le haut. Eh bien, le reste de la journée, toute proposition qui a été faite, moi j'ai dit, c'est du top-down. Et en fait, chaque idée, chaque créativité, chaque possibilité, au fur et à mesure, toute l'équipe l'a vu. Ah oui, c'est encore du top-down, on est en échec d'embarquement. C'est encore du top-down. Alors, faisons du groupe de travail qui nous propose des possibilités que nous allons valider. Top-down, échec d'embarquement. En fait, c'était toute une journée d'échecs, de tentatives de trouver des nouvelles solutions, qui a fait que nous avons tous été fatigués, nous avons tous été déprimés à la fin de la journée. J'ai rien fait d'autre qui restait, il va falloir rester dans la déprime. Et le lendemain matin, nous avons dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être déprimé? Mais ce n'est pas pour trouver des nouvelles solutions. Donc, il fallait donner une telle importance au top-down, dans toute sa splendeur, dans toute sa manière de tout coincer, de trouver des solutions, c'était la seule possibilité que j'avais trouvée pour en fait libérer le système de ce top-down en échec qui a permis après un super travail avec cette équipe et au-delà avec l'usine. Mais c'était une journée d'échec. Donc il faut le tenir. Parce qu'en fait, quand on est au 3e, 4e fois en disant encore top-down, on va encore échouer, on va se mettre en échec d'embarquement, une équipe de direction commence à pas forcément vous apprécier. Parce qu'ils ont dit, oui, on a compris, on va pas faire de top-down. Je dis, ok, on va pas faire de top-down, prochaine possibilité, top-down. Donc, il faut presque, par scalpel, prendre tranche après tranche après tranche de ce mécanisme d'échec
Et après, on a une grande possibilité, mais ça peut être éprouvant, ça peut être fatigant pour un coach de faire ça, mais je trouve que c'est plus intéressant que de faire un brainstorming sur en quoi on va rebondir après cet échec. Oui, comment favoriser notre résilience, Oui. qui est là aussi un grand classique. Oui. Ce qui est intéressant, mais ça vient un peu vite. Oui, la vraie résilience vient après avoir rééprouvé beaucoup de choses. Je pense qu'il faut s'y arrêter un moment pour voir, en fait, c'est ancré. Et en quoi cet échec nous met face à nos habitudes, nos facettes presque d'ombre que nous ne voulons pas voir. Mais si on les regarde avec beauté, ce que j'ai pu faire avec cette équipe en disant « mais waouh, regardez, on n'y arrive pas encore, qu'est-ce qu'on peut essayer ?» C'est donner cette légèreté et cette tendresse à observer et à se regarder. Je pense qu'à la fin, ça va créer un très bon moment. Et c'est resté un très bon moment, inoubliable pour tout le monde. Et tout le monde a changé sa relation à l'échec. Alors je te propose, Sabine, à présent d'évoquer peut-être les théories qui peuvent être laisser les échecs jouer avec nous. Je pense qu'il y a des théories diverses et variées qui parlent d'échecs. Je pense que toute cette approche de résilience, telle qu'il est fait par Boris Cyrulnik, est à regarder. Parce que c'est quelqu'un qui a élaboré autour de ces notions d'échec, de trauma, parce qu'un échec peut être traumatique, un trauma peut devenir un échec. Je pense que là, il y a une bonne base de vraiment s'intéresser à ce que c'est l'échec. Donc pour le coup, là, c'est une théorie émanant d'un psychiatre, d'un Oui. psychiatre français qui a théorisé. Il n'a pas inventé le concept de résilience, il préexistait, mais on va dire qu'il lui a donné ses lettres de noblesse en écrivant plusieurs ouvrages dessus. Oui, et qu'il a investigué et réfléchi. Il a pris le temps pour le faire. À partir de sa propre histoire personnelle d'ailleurs. Absolument. Moi, j'aime bien les théories qui partent à partir d'une forme d'expérience personnelle plutôt que globale. Donc c'est pour ça que ça me vient en premier d'ailleurs. Tu es déjà pas mal française. Ouais, c'est ça. Je suis devenue trop française en fait. J'ai perdu mes réflexes allemands. Je pense que c'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils disent les philosophes de l'échec. C'est aussi des regards sur la vie et l'existence. On peut aller loin avec l'échec. C'est quelqu'un comme Sartre qui va quand même, ou Nietzsche même. On va très très loin dans la notion d'échec de vie. C'est vrai que c'est pas forcément enthousiasmant, mais en tout cas, c'est quand même, c'est de là vient aussi ce qui me tue pas me rend plus fort, qui est devenu une expression. Enfin, Nietzsche va un peu plus loin que juste cette phrase-là. Mais si on veut s'y frotter dans la dimension existentielle philosophique, je pense que les philosophes, et notamment les philosophes existentialistes, peuvent nous mettre sur la voie. Il faut être en forme. Oui, il faut être en forme, enfin, il faut s'intéresser au sujet. Je crois aussi, c'est peut-être pas une théorie, mais une source d'inspiration pour l'échec, je pense que c'est les artistes et les sportifs. Il y a moins de théories, mais beaucoup de choses ont été dites. Un grand sportif a embrassé l'échec, il ne peut pas faire sans. Quand on voit les très grands, ils connaissent l'échec, ils ont connu l'échec, ils sont issus de l'échec. Ils parlent de l'échec comme étant quelque chose de... Oui, ça fait partie de ma vie et je suis intéressée par mes échecs, pas uniquement pour apprendre, mais pour voir comment je suis quand je suis en échec et comment, en fait, je me retrouve en étant en échec. Parce qu'ils peuvent avoir sur un match de tennis un set d'échecs. 6-0, c'est pas juste je rebondis. Et en fait, souvent, nous voyons qu'à un moment, ils abandonnent un set. Il y a ceux qui se battent pour chaque point, mais parfois, ils abandonnent un set en disant « il est en échec, il est perdu, je vais me reconcentrer sur le prochain ». Donc, il y a plusieurs stratégies d'échec. Il y a des grands sportifs qui sont très nobles en échec, qui vraiment sont pleins de respect pour l'adversaire, aussi pour eux, pour ce qu'ils ont fait. Et je pense les artistes aussi. Les artistes nous montrent que l'échec fait partie de la vie, entre les œuvres qu'ils ont fait, publiées, reconnues, pas reconnues. Est-ce que tu fais un lien avec notamment l'innovation ? Parce que c'est vrai que parfois l'innovation qui peut être un grand succès est issue d'un échec. Comme les post-it, qu'on Oui. connaît tous. Moi, je dirais presque l'innovation, c'est être contente de l'échec du jour. L'innovation va apparaître dès que nous aimons les échecs. C'est pas à créer un groupe de brainstorming, c'est en fait regardant les échecs du quotidien. Et la meilleure théorie, pour moi, c'est toujours le quotidien. Donc, je fais effectivement un lien avec l'innovation, mais plus qui est le résultat, a priori, inévitable de l'échec au quotidien. Donc, mais pour ça, c'est vrai que c'est s'aimer en échec. Mais ça veut dire, je rechange totalement ma configuration de ce que je pense de l'échec. Ça devient un moment qui me renseigne, qui me met en arrêt, que j'appelle échec, mais que je peux appeler snitch ou du schmoll. C'est peut-être le mot par moment à échanger pour que ça fait pas bloquant, mais ça fait plus une invitation. Donc c'est l'innovation commence souvent à changer de mots.
Mais je pense que les artistes peuvent nous le montrer. Donc, tout ce qui a un peu connexe à ce qu'on dit des sportifs, des peintres, des musiciens. Moi, je cite souvent Roberto Alagna quand il a chanté Carmen ici à la Bastille. Chanteur d'opéra assez connu en France, même très connu en France. Et il est connu pour chanter même quand il est malade. D'autres annulent, comme Jonas Kaufmann, il annule souvent d'ailleurs. Lui, il chante. Sauf que là, il a chanté Carmen et dans un des grands morceaux, il a perdu sa voix. Crise, silence absolu dans tout l'opéra parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chanteur qui à un moment a la voix qui casse dans un grand moment que tout le monde connaît. Donc, classiquement, échec. C'est un échec pour la personne qui chante devant tout le monde, vulnérable. Et en fait, moi je l'ai vu parce que l'opéra, c'est comme si tout l'opéra a retenu son souffle. On était tous là, on dit mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui arrive? Il a fait un geste, il s'est arrêté, il a pris 2 verres d'eau et il a dit au chef d'orchestre, je recommence, il a recommencé. Et je pense à ce moment-là, il n'a pas chanté tout seul, tout l'opéra a chanté avec lui. Tout le monde, avec toute l'énergie qu'on avait presque convoyé pour qu'il puisse chanter, merveilleusement chanter jusqu'au bout avec standing ovation à la fin. Mais en fait, moi j'ai vu l'échec live et tout le monde l'a vu. Pas comment il va s'en sortir, c'est comment il va vivre l'échec sur scène. Et ça m'a vraiment marqué et tout l'opéra, ça rappelle, je suis sûre, ce qui m'a toujours fait penser, en fait, peut-être parfois, les meilleurs moments pour nous sont ceux où on était témoin d'un échec, avec l'envie d'aider l'autre à retrouver son existence, qui m'a enseigné que quand moi je suis en échec, peut-être beaucoup de gens veulent m'aider à m'en sortir. Et en fait, personne n'est content quand l'autre est en échec. Simplement, moi j'avais perdu la capacité de voir l'aide qui m'a été donnée. Et je crois que ça arrive à beaucoup de gens. Et quand on voit qu'on est en échec et on voit vraiment comment les gens veulent nous aider, je pense qu'on se réconcilie avec une partie de notre vie. Alors à présent, Sabine, je te propose, sur cette thématique de laisser les échecs jouer avec nous, comment tu pourrais challenger les auditrices et les auditeurs pour peut-être explorer ce thème différemment, au-delà de la tarte à la crème de la résilience. Oui, c'est peut-être pas la tarte à la crème, mais c'est vrai que c'est un peu la tarte à la crème quand même. Il y a une première idée, donc je vous invite, comme j'invite mes clients, de m'écrire une lettre ou un CV ou une biographie qui est « Toute ma vie est un échec ». Donc je veux l'histoire d'échec, comme si ma vie était un échec complet, total et non changeable. Et je veux pas, j'ai appris ceci, j'ai transformé cela. C'est aller jusqu'au bout en disant, ma vie est un échec. Je fais ça quand l'alliance est bonne, quand la relation est bonne. Peut-être pas la première séance. Peut-être pas la première séance. Et évidemment, pour ceux et pour celles que je sens prêtes. Donc une fois qu'ils ont fait ça, la prochaine séance, ils ont maintenant, vous allez m'écrire que toute votre vie est un succès. Je permets de discuter le succès une fois que nous avons bien investigué l'échec. Et souvent d'ailleurs, c'est 2 histoires qui n'ont plus rien à voir. Donc c'est pas une fois comme ça, une fois comme ça. En fait, parfois c'est totalement une autre histoire. Je trouve ça fascinant, ce qui me rappelle toujours qu'en fait, on se raconte toujours une histoire. Donc moi j'aime bien faire ça. Effectivement, nous en avons parlé, c'est dialoguer avec l'échec. C'est-à-dire tout ce qui vient du dialogue interne, le dialogue des personnages, dialogue psychologique, c'est discuter avec votre partie échec. Comme si c'était un personnage à part entière. Hein. C'est personnage, c'est en fait une voix en vous, un personnage, une voix, un élément, une existence, et qui va rester avec vous toute la vie, elle ne va jamais disparaître. Mais comme dans un comité de direction, il faut la placer quelque part. Donc entre l'angoisse, la crainte, l'échec, le succès, comment vous pouvez discuter avec l'échec sous l'hypothèse que l'échec veut vous passer un message. Donc le message doit évidemment pas être mental, le message d'échec vient du cœur, donc toute l'idée c'est ne pas penser ce que l'échec va nous dire, laisser du temps, lui demander comme un petit enfant en fait, avec délicatesse, si tu avais quelque chose à me dire échec, ça sera quoi, sur moi, ce que j'ai pas encore vu, et avoir un vrai dialogue, une vraie conversation avec l'échec. Donc nous pouvons le faire tout seul, vous pouvez le faire tout seul, ou nous pouvons le faire avec le coach qui joue ou pas le rôle ou qui accompagne. Donc ça, c'est une manière très tendre et très délicate de regarder son échec ou regarder ses échecs. Et puis, il y a une autre manière aussi qui est, allez, on va dire un peu plus dans la résilience, mais quand même, qui est faire une ligne de temps et choisir les top 5 échecs de la vie.
et les placer. Pour déjà avoir une ligne de temps. Est-ce que les échecs arrivent tous les 3 ans, tous les 5 ans? Parce que parfois, il y a un pattern de répétition, d'apparence des échecs. Donc, quand c'est tous les 5 ans et je suis en année 4, c'est un super travail en disant comment je vais accueillir l'échec numéro 5, ou est-ce que je vais l'éviter, ou est-ce que j'ai suffisamment appris pour qu'il ne vienne pas? Mais en fait, une fois qu'on a vu tous les échecs précédents, on peut faire un vrai travail de stratégie et de fonctionnement avec l'arrivée de l'échec prochain. Donc moi j'adore faire ça. C'est un peu pas encore la résilience, c'est plutôt la stratégie d'accueil et de préparation à recevoir l'échec. Donc ça, je trouve ça très marrant. Et c'est vrai, on peut aussi faire les 5 échecs sur la ligne de temps d'un côté, et de l'autre côté, on peut voir la partie apprentissage, ou gain, ou énergie retrouvée. C'est vrai qu'on peut faire les deux, mais moi, ce qui me fascine, c'est voir la périodicité des échecs et dire « Waouh, on y est presque ». Comment on va faire pour cette fois-ci accueillir l'échec et qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois-ci? Et en fait, en faisant ça, l'échec devient l'ami parce qu'on lui crée déjà une place. Alors Sabine, à présent, je te propose d'évoquer une œuvre d'art, peut-être 2, on va voir. Ça va être un peu au feeling, différemment en tout cas des épisodes précédents, puisque d'habitude on évoque 2, 3, voire 4, ça dépend un peu du feeling du moment. Et là, tu m'as fait la demande spécifique de choisir une œuvre d'art pour peut-être laisser de la place pour autre chose. Alors, tu as choisi parmi toutes les propositions que j'ai pu te faire, l'œuvre de Yoko Ono, l'exposition participative intitulée Kintsugi Series. La tradition japonaise du kintsugi, l'art de réparer les céramiques brisées avec de l'or, elle est effectivement à l'origine de cette exposition de Yoko Ono qui invite chacun et chacune à réparer symboliquement ses blessures. Chaque fissure devient une trace visible de transformation et de beauté. Donc l'idée étant de sublimer plutôt que cacher. L'échec cesse d'être une cassure, il devient la preuve d'un chemin vécu. Alors, Sabine, que se passerait-il si nous célébrions nos fissures, nos blessures, nos erreurs, nos échecs, au lieu de les cacher, selon toi? Selon moi, je suis persuadée que l'humanité gagnera tellement en amour, en paix, en liberté et en compassion, parce que psychologiquement ou même dans le coaching, beaucoup de nos blessures nous forment, nous formatent, et nous essayons de les cacher, travailler dessus. Mais en fait, tout le travail de ce que j'appelle réconciliation, intégration, comme disait Jung, dans notre façon de faire l'expérience humaine sur Terre, plus nous pouvons prendre tous les morceaux et les relier avec un fil d'or, je pense que nous serons des personnes beaucoup plus apaisées, beaucoup plus complets, beaucoup plus compréhensifs, parce que chaque morceau que nous intégrons nous enlève une énergie, ou nous donne plutôt une énergie de quelque chose de réconcilié. Et cet art japonais, je le connaissais déjà avant, je l'avais vu, j'ai été vraiment frappée par cette idée qu'on peut sublimer, on peut remettre un lien, ça n'est plus jamais comme avant, et c'est ce que j'appelle l'effet d'échec, ça n'est plus comme avant. C'est remis autrement, les morceaux sont reconfigurés, ils se font tenir avec un fil doré dans cet art japonais. Et quand nous voyons les morceaux reconfigurés, nous voyons bien que nous sommes la même personne, mais plus la même. Et que nous pouvons avoir été touchés, cassés, abîmés par des échecs, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, mais nous pouvons aussi trouver une manière de les intégrer, de les réparer, pour ensuite voir ce que la vie nous propose ou quelle est la direction que nous choisissons. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, et j'ai choisi ce thème-là aussi parce que c'est une manière de nous montrer que nous pouvons faire avec la délicatesse, avec la tendresse, avec l'amour, plutôt que il faut que je sois fort, il faut que j'arrive à le transformer, il faut que je montre que je suis grand et j'ai appris. Parfois, je dis c'est un peu le mythe masculin, c'est l'histoire masculine. Je dois en sortir grandi. Peut-être par moment, la partie féminine, c'est guérissons de nos blessures et voyons ce que nous pouvons proposer à l'autre. Alors d'ailleurs, le kintsugi, appelé aussi kintsuroi, littéralement en japonais, enfin en français traduit, donc ça signifie jointure en or. Et la philosophie qui est sous-jacente, c'est de dire que nos cicatrices et nos épreuves font partie de notre histoire et nous rendent plus beaux, plus forts, si nous les assumons. Et surtout plus beau. En fait, nous n'aimons pas les gens qui n'ont pas quelque part en eux une sensation d'échec, de fragilité, de vulnérabilité. Ce qui nous rend humains,
c'est nous rencontrer sur la partie soi-disant pas noble. C'est entretenu dans le leadership, dans le coaching, de se mettre sur la fréquence d'impact, d'inspiration, de force, de qualité. De leadership. De manière de montrer ce que nous savons faire, et je pense que c'est important. Mais il y a l'autre partie, qui est cette beauté plus fragile, qui est la beauté cassée, qui est la beauté et la légèreté, la tendresse qui arrive quand nous allons recoller nos morceaux. Et ça, c'est l'art japonais, et c'est pour ça que je trouvais que c'était parfait pour cet épisode. Et aussi, j'avoue que cette œuvre-là m'a aussi rappelé Harry Potter. Parce qu'en fait, Harry Potter, il y a tout un travail de je cherche les morceaux pour en fait retrouver ma force absolue. Et en fait, je suis moi-même intégré dans la force de l'autre, de l'adversaire. Et en fait, c'est magnifiquement montré parce qu'à un moment, Harry Potter doit prendre le risque de mourir. Donc, il est en échec. Et de là, avec tous les morceaux récupérés, en fait, l'histoire continue. Mais cette histoire, je pense que c'est très humain, c'est très Jung aussi, que nous sommes éparpillés dans nos morceaux. Et notre job de vie, c'est presque ramasser tous les morceaux, y compris les morceaux d'échecs. Et quand ça c'est fait, c'est sublimé et c'est une belle œuvre d'art. Alors dis-moi Sabine, on arrive un peu à la fin de l'épisode. Quelle trace d'or laissent en toi les échecs que tu as traversés ? Je pense que l'échec répétitif, on va dire comme ça, tel que je l'ai vécu, ou j'ai choisi de vivre en tout cas, c'était finalement pour moi la seule manière de pouvoir rencontrer ce que j'appelle aimer ou agir avec amour. Je pense que j'avais tellement mis une protection armée, bétonnée autour de moi, que les échecs que j'ai faits, que ça soit dans ma vie professionnelle, que ça soit dans ma vie amoureuse ou familiale, aujourd'hui, la trace d'or, c'est ma capacité de compassion, c'est ma capacité, je le dis souvent, d'aimer les entreprises, d'aimer les gens. C'est ma trace d'or, mais elle a pu arriver uniquement parce que beaucoup de choses ont été cassées quelque part. Et je suis contente de ça. C'est pour ça peut-être que je suis aussi je dirais pas un fan d'échecs, mais je suis un ambassadeur d'échecs parce que ça ne peut nous rendre que plus humains, en fait, je crois. Et alors, en guise de conclusion, Sabine, tu as fait le choix de lire un texte qui est un poème de William Ernest Henley, poème qui date de 1875, intitulé Invictus. Alors, ce poème écrit par Henley, alors qu'il était hospitalisé et gravement malade, est un hymne à la résilience. En tout cas, c'est quand même ça qui était présent. Pourquoi tu as fait ce choix de lire ce texte qui est, celles et ceux qui ne le connaissent pas, est absolument magnifique ? Je l'ai choisi parce que, j'ai adoré le film Invictus où j'ai découvert le poème. Et parfois, je trouve qu'un poème dit tellement plus que tous les mots que j'ai pu vous présenter, toutes les idées que j'ai. Parfois, je trouve que les poèmes disent tout à leur manière. Ce qui était juste important pour moi, c'est effectivement vous inviter à écouter, pas à comprendre peut-être tous les mots, mais à voir quelle est la puissance de ce poème qui parle vraiment beaucoup plus à notre âme qu'à notre mental et à notre cœur. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour en fait montrer que notre âme est beaucoup plus grande de nos échecs et on peut être responsable de ça, on peut œuvrer avec ça. Ok, alors je te propose en guise de conclusion, Sabine, que tu lises ce texte. Oui, David. Alors, dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invisible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gemi, ni pleuré. Sous les coups du hasard, ma tête saigne, mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Il serait difficile de faire autre chose que de conclure sur ce moment très existentiel, très beau, très poétique. Merci Sabine. Chères auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas qu'à présent, vous avez le micro-trottoir, en tout cas le best-of. Merci Sabine. Merci David. Sabine & Co. rejoignit l'aventure Joy and Business autour de cette série de podcasts. Moi, je pense que l'échec est extrêmement constructeur et dans nos sociétés, on culpabilise énormément sur les échecs, ce qui est une énorme erreur. Donc, je pense qu'il faut apprendre à la société tout entière à mieux les accepter et mieux les valoriser.
J'invite souvent, moi, mes coachés à célébrer leurs échecs, parce qu'on a coutume de célébrer les réussites, alors qu'on apprend énormément des échecs. On voit souvent l'échec ou les problèmes nous tomber dessus, arriver comme des choses graves, et là, il y aurait l'idée que ce serait un jeu, qu'il faudrait l'accepter comme une danse. Mais finalement, tout ça est juste une péripétie de la vie, quoi. Un coup, ça marche moins. Donc, s'éloigner de ses échecs, ça serait s'éloigner de sa vie, hein, finalement, d'une grande partie de sa vie. Laissez-les jouer les T'étais en train d'écouter. J'étais à fond déjà, j'étais ailleurs. Du coup, je me laissais bercer par tes mots. J'étais là, ouais. D'accord. Oui. Tu m'as déstabilisé. J'étais en échec. Ouais, ça, t'es en arrêt, là. 5. Non, mais je rêve. Bah, écoute, David, je peux te proposer un verre de champagne, peut-être c'est mieux. Non, parce que c'est pire avec l'alcool, tu sais. Oui. Ou le worst of, ça dépend comment on le voit. Le worst of, ça je garderai ça. Le worst of, faut juste que je fasse gaffe, quoi. Le worst of. Bon, on va faire en anglais, du coup. Ça, on peut pas garder. Sabine & Co, le podcast d'une provocatrice bienveillante.